Nous avons notre webinaire sur une des thématiques que nous avons traitées lors de la conférence sous-régionale à Cotonou. Et bien, on a voulu vous faire bénéficier de ça parce que c'est une thématique assez intéressante pour les professionnels d'audit interne. Et donc, Diakita a bien voulu nous accompagner dans cela. Et c'est lui-là même qui a animé la plénière au niveau de la conférence sous-régionale. Mais avant que Diakité ne prenne la parole, je vais passer la parole à Oumar, le responsable à la formation, qui va nous faire un petit retour sur la formation. C'est il y a juste de 5 minutes, parce qu'on a parmi nous des gens qui ne sont pas de Abassi et qui pourraient être certainement intéressés par l'accompagnement à la certification. Donc voilà, Oumar, je te passe la parole. Merci beaucoup, Clotilde, et bonjour tout le monde. Bonjour, Diakité. Merci beaucoup d'avoir accepté nous aider pour ce webinaire. Bata, est-ce que tu peux me donner la main pour que je partage l'écran ou comme tu as la présentation, si tu peux partager? Parce que je vois que je ne suis pas autorisé à partager l'écran. Tu peux partager maintenant. Comment? OK. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Non. OK. Voilà, donc nous avons décidé de prendre une petite lucarne dans la présentation de Diakité, faire une petite présentation sur l'offre de formation que Abassi propose pour accompagner, en tout cas, les personnes intéressées à la certification CIA. Donc, nous avons organisé un webinaire dans la semaine où on a présenté ce que c'est que le CIA, tous les éléments, en tout cas, à savoir sur le CIA. Voilà, la composition de l'examen, les conditions à remplir pour pouvoir participer, le coût, les frais d'examen et tout. Donc aujourd'hui, on ne va pas repartir dans ce détail-là, mais on va juste afficher les offres d'accompagnement qu'Abassi propose et qui peut intéresser l'audience. Donc, pour la certification CIA, Abassi a travaillé sur deux options, deux formules, afin de pouvoir répondre aux exigences, voilà, de la majorité. Donc, nous avons deux formules d'accompagnement. La première formule, que nous avons appelée option 1, est une formation qui est assez complète pour accompagner les personnes intéressées sur tous les éléments de la partie pour laquelle les personnes souhaitent s'inscrire. Donc, c'est une formation sur 13 semaines, voilà, et qui permet de réviser tous les éléments composant la partie. Donc, euh, la modalité, c'est que c'est des séances en Zoom, des séances en ligne, et l'après-midi, carrément après la descente, autour de 18 heures. Donc, de 18 heures à 20h30, mardi, je crois, ou jeudi. En tout cas, on pourra vous donner plus de détails à travers la plaquette. Voilà. Donc, elle est dispensée par un expert certifié en audit interne et qui a plus de 10 ans dans le cadre de l'accompagnement. Donc, toutes les séances Zoom sont enregistrées et mises à disposition des participants. Il y a un groupe WhatsApp qui est créé sur lequel on facilite les échanges, même après les cours. Si les gens ont des questions de clarification, c'est échangé là-bas. Il y a des tests pratiques, voilà, des cas de révision qui sont là. Il y a une base de données de questionnaires qui permet aux inscrits de pouvoir s'évaluer. Et il y a également des examens blancs qui sont proposés avant voilà, d'aller composer. Donc, c'est une formation qui est assez complète et qui répond mieux aux besoins de ceux qui veulent réviser en profondeur une partie de l'examen CI. Donc,
L'option, ça c'était la première option. L'option 2, alors, c'est une option qui est un peu courte et qui s'adapte plus à ceux qui se sont déjà inscrits pour la certification, qui sont déjà dans le processus et qui veulent être accompagnés sur un bref temps, qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller composer. Donc, c'est une option qui se fait sur 2 semaines. Voilà. Et durant les 2 semaines, on accompagne les candidats avec des révisions, avec avec des conseils pour pouvoir s'en sortir au niveau de l'examen. Et là également, alors ça se fait via Zoom, voilà, le mercredi et le samedi, par contre, ici. Alors, comme je l'ai dit, les enregistrements des réunions sont mis à la disposition des candidats. Il y a un groupe WhatsApp d'échange, il y a des tests d'aptitude qui sont faits à l'issue de la formation. Une attestation est délivrée après ceux qui auront passé avec succès le test qui sera fait à la fin de la formation. Alors, il faut noter qu'ici, nous avons des prérequis. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour cette option, nous avons des prérequis. Voilà, parce qu'il y a une certaine rigueur quand même que nous souhaitons pour que les gens puissent bénéficier vraiment de la formation que nous dispensons. Cette option-là, on exige que les candidats soient déjà inscrits à l'IA, en tout cas qu'ils soient déjà dans le processus, qu'ils aient déjà fait un préalable minimum de révision de la partie pour que cette modalité-là puisse leur être vraiment bénéfique. Donc, ici, c'est également la formation, le coaching, également fait par un expert certifié en audit interne et qui a plus de 10 ans, en tout cas en matière d'accompagnement. Voilà. De manière succincte, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous pouvez, comme c'est, on ne veut pas prendre trop de temps voilà, dans la présentation des activités. Pour ceux qui veulent plus de clarification, ils peuvent nous contacter. On leur donnera tous les détails à savoir sur le CIA. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Clotilde ou directement à Diakité. Merci. OK. Merci beaucoup, Ouma. Je vais donc vous présenter l'animateur du jour avant qu'il puisse commencer sa présentation. Donc, comme vous le savez déjà, Clotilde, il s'appelle Moussa Diakité, oui. voilà. Juste signaler aux participants de modifier leur profil pour afficher leur nom afin de faciliter Effectivement. euh, l'établissement des listes présents. Merci. OK. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Peut-être il faut te présenter avant de présenter le formateur parce qu'on ne sait pas, c'est pas évident qu'on sache qui parle. OK. Ça Voilà. marche. OK. Donc, avant d'introduire Diakité, je me présente. Je suis Bouampundi Clotilde Woba. Euh, j'ai été élue comme présidente à la tête de l'Association burkinabé des auditeurs et contrôleurs internes Abassi. Et je suis entourée d'un bureau de 7 membres et d'un conseil d'administration de 12 membres. Et c'est ensemble que nous travaillons pour le compte de Abassi, pour la professionnalisation des membres et la promotion du métier d'auditeur interne au Burkina Faso et dans la sous-région avec les autres instituts régionaux. OK, donc je disais que j'allais aussi introduire le conférencier du jour, bon, l'animateur de la session du jour. Vous le savez déjà, il s'appelle Moussa Diakité. Il vient juste de passer le flambeau à Madame Awali. Il était donc le président de l'Institut d'audit interne du Mali. Eux, ils ont déjà l'agrément, hein, c'est l'IA Mali. Ils sont très, très forts chez eux là-bas. Donc, Moussa Diakité est un expert en gouvernance, gestion des risques et audit interne. Il totalise 19 années d'expérience professionnelle. Il est professionnel en gestion financière et comptable, en gestion commerciale, en gouvernance d'entreprise, management des risques, audit interne, passation des marchés publics. Voilà, et comme je vais citer juste quelques qualifications, hein, on va pas faire
tout le CV de Monsieur Diakité, sinon on va pas finir. Vous avez entendu que c'est 19 années d'expérience. Il est doctorant en sciences de gestion à l'Institut de pédagogie universitaire et sa thèse, c'est la gouvernance des établissements publics nationaux. Voilà. Et Diakité a occupé des postes dans certaines organisations. Euh, il est actuellement en poste au niveau de l'énergie du Mali. C'est la société, voilà, c'est l'équivalent de la Sonabel. Chez nous, c'est la Sonabel. Donc, on peut très bien demander à Diakité pourquoi est-ce que l'AIS est dans le noir. On ne comprend pas pourquoi est-ce que l'AIS est dans le noir et la chaleur. D'accord. OK. Il a aussi travaillé à l'Office malien de l'habitat, à Save Children International, à Banque Atlantique du Mali, à l'IDM, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à l'Agence belge de développement, CTB, autant de CTB au Mali. Il a aussi travaillé au sein de Oxfam et aussi de la Compagnie africaine des produits alimentaires. Voilà, c'est également un enseignant, un conférencier. Et donc, voilà ce que je peux dire succinctement sur le CV de Diakité, sauf s'il a des éléments à ajouter. Non, c'est bon. Donc, on passe maintenant à la présentation. La demande que tu m'as faite en inbox est en train d'être prise en charge. OK, Hmm. parfait. Hmm. Ok, donc Alors, Diakité, je te passe la parole pour nous parler de cette thématique qui est l'audit interne dans le secteur public, état des lieux, des progrès et perspectives dans l'UEMOA. Merci Clotilde pour cette brillante présentation. Je ne peux pas en dire plus. Le thème euh, dont nous avons la charte de parler s'intitule Audit interne dans le secteur public, état des lieux et des progrès dans l'UEMOA. Comme Clotilde l'a rappelé, ça fait l'objet de présentations à, à l'activité qui s'est tenue à Cotonou au nom de l'Union des instituts d'audit interne d'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai enrichi cette présentation avec les questions et éclaircissements qui ont été donnés. Donc, Claudine, c'est une version améliorée de la présentation de Cotonou. Ok, nous sommes chanceux. Voilà, donc la présentation de l'intervenant, Claudine a déjà fait, je ne peux pas m'attarder dessus. Alors, le plan, c'était d'abord de savoir est-ce que les référentiels de contrôle interne d'audit utilisés dans le secteur public depuis un mois, si ces référentiels étaient en harmonie, les efforts d'harmonisation et les questions de réforme et pourquoi la réforme piétine. Voilà. Et j'ai ajouté sur la base des échanges à Cotonou les scénarios parce que les pays ne sont pas au même niveau par rapport à ce projet-là. Clotilde, je dispose de combien de temps? 30 minutes. Parfait. D'accord. Oui, parce que je suis allée sur la base, bon, comme tu as dit qu'il y a eu des améliorations, je suis allée sur la base de la présentation qui a été faite à Cotonou parce que la plénière tenait en 15 minutes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. D'accord, parfait. Mais vas-y, on est généreux. On est généreux et on veut apprendre, donc on est là. La totalité, c'est 1 heure pour la présentation et les questions. D'accord. Je vais essayer d'optimiser mon temps, on va dire. OK. Euh, L'existence de référentiels de contrôle interne dans l'UEMOA, il y a le COSO 2013 avec ses 5 composants et ses 17 principes qui sont déjà au sein de notre union UEMOA. Le COSO 2 avec ses 5 composants et ses 20 principes, la version révisée de 2017. Le cas du Bénin, le Bénin a déjà adopté le CRIP, cadre de référence de l'audit interne de l'administration
la CRAE, la CRE ou bien le CRE, voilà, parce que c'est le cadre. On va en parler dans plus loin. Le Bénin a pris l'avance sur les textes, mais on verra que dans la pratique, on n'est pas aussi loin du Bénin. La Côte d'Ivoire talonne le Bénin de Patrice Talon et c'est en cours de validation au secrétariat du gouvernement. Pour le cas malien, même si je ne l'ai pas mis, il y a une étude sur la question depuis 2016-2017 et cette étude est en attente de mise en œuvre pratique, on va dire. Ces référentiels sont-ils en harmonie avec les référentiels de l'IA? Il y a une convergence des normes d'audit dans le secteur public vers le COSO. L'INTOSAI, depuis 2001, a proposé que la définition du contrôle interne COSO ainsi que les composantes soient adoptées par les instituts supérieurs de contrôle des finances publiques. Faut-il le rappeler, ces instituts supérieurs de contrôle des finances publiques regroupent notamment les cours des comptes ou les sections des comptes ou les chambres des comptes selon les pays. Et les pays qui n'ont pas de cours de compte, c'est la section administrative de la Cour des comptes qui est représente ou une autre structure de contrôle des finances publiques. Voilà. Pour le cas malien, on va, à la faveur de la nouvelle constitution, il y a une Cour des comptes qui est créée. Mais jusque-là, c'était la section administrative de la section des comptes de la Cour suprême, voilà, qui faisait office de représentant du Mali avec le contrôle général des services publics. Donc, il y a une véritable volonté et les normes INTOSAI, c'est les normes du secteur public au niveau international. Ce sont ces normes que nos structures d'inspection et d'audit public sont censées utiliser. Spécificité du secteur public, cette spécificité ou ces spécificités sont déjà prises en compte dans les nouvelles normes de l'IA, version 2024. Cela aussi a fait l'objet d'une présentation que Clotilde pourra partager avec Abassi dès qu'elle aura tous les supports. Alors, l'harmonisation, voilà, je le mets ici pour ne pas me déranger. Les efforts d'harmonisation. Il y a une harmonisation effective dans le secteur bancaire, les circulaires de la COBAC, donc il n'y a aucun problème dans le secteur bancaire avec, avec les PAL. Donc, c'est vraiment en harmonie avec les normes internationales. Le positionnement de l'audit est déjà calé. Et je pense que les banques sont même en avance parce que la nomination, la révocation de l'auditeur interne, ça ne se limite pas au conseil d'administration, ça va à la commission bancaire. Il faut que la commission bancaire donne son avis. Ce point a été mis en place, en exergue, parce qu'il y a des banques nationales, c'est-à-dire que des banques dont le capital est détenu soit à 100% par l'État ou bien majoritairement par l'État. Donc, ça fait partie du coup du secteur public, même si elle fait l'objet d'une réglementation spécifique. L'UEMOA étant membre associé de l'INTOSAI, une harmonisation prendra certainement en compte la démarche de l'INTOSAI. Quelle est la démarche de l'INTOSAI? On prend le COSO comme référentiel en matière de contrôle interne et si on doit travailler avec les structures d'audit interne, on va prendre les normes de l'IA, quitte à les adapter en fonction des spécificités. C'est une démarche que je préconiserais parce que, comme on va le voir plus loin, on ne recrée pas la roue. L'existence de trois institutions d'audit, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des structures d'audit dans le secteur public. Même si l'appellation n'est pas forcément audit, mais en regardant
les missions, en regardant le périmètre, on se rend compte que c'est de l'audit qui est en train d'être fait. Les cours des comptes, si on prend les prérogatives des cours des comptes, elles font toutes de l'audit. Elles sont censées faire de l'audit. Okay? On les appelle cours des comptes, chambre des comptes, peu importe l'appellation, mais on retrouve qu'ils font de l'audit. Les inspections générales d'État, dans nos différents États, les inspections font de l'audit. Voilà. Vous avez des contrôles financiers et des contrôles et parlementaires qui peuvent aussi mettre en place une commission qui va faire de l'audit sur un dossier, sur une affaire, sur un segment. Et comment on appelle, cette thèse, c'est de Daouda Azouré en 2020, voici la référence, la modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA, qui peut servir de support pour approfondir. La question de savoir est-ce que ces normes-là, quelles sont les valeurs apportées par l'audit et le contrôle interne en utilisant ces normes. Donc, si l'hypothèse que le COSO et l'IA, leur utilisation va apporter les mêmes valeurs ajoutées que les normes d'audit interne et le référentiel COSO. Et on connaît la valeur ajoutée de l'audit interne à travers les missions d'assurance, mais surtout des missions de conseil qui peuvent apporter de la valeur et donner une amélioration substantielle de l'existant par la présence de l'audit et au fil des missions d'audit interne. Faut-il des référentiels propres au secteur public de notre espace UEMOA? La question, on va dire, c'est oui ou non selon le cas, et à nous de voir les avantages et les inconvénients. Si on veut aller vers des référentiels propres au secteur à l'UEMOA, cela présente comme avantage une meilleure prise en compte de ses spécificités et les perspectives de l'espace UEMOA. Donc, si on va avec nos propres normes, on va mieux prendre en compte, donc ça va être plus adapté à nos réalités dans le moindre détail. Voilà. Si on dit non, on va adopter les référentiels déjà existants, l'INTOSA et le COSO, et ça donne comme avantage le gain de temps. Comme je l'ai dit, on ne recrée pas la roue. Maintenant, l'inconvénient d'aller avec nos normes spécifiques, ça va nécessiter une harmonisation des règles de fonctionnement des structures d'audit. Je ne suis pas sûr que les règles soient harmonisées. Les structures d'audit au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, bref, dans l'espace UEMOA, est-ce que ces règles-là de fonctionnement sont harmonisées? J'en doute fort, puisque les pays n'ont pas au même niveau d'avancement par rapport à la question. Et ça demande du temps. Donc, on va faire une analyse coût-avantage. Le temps que ça nous mettrait et les efforts qu'il nous faudrait pour faire ça, comparé aux avantages que nous pouvons tirer de ces référentiels propres-là. Voilà. Maintenant, et si on s'aligne sur les normes déjà existantes, INTOSA, COSO, etc., c'est vrai que ça nous fait gagner du temps, mais ça a un inconvénient, c'est une faible prise en compte des spécificités de l'espace. Okay? Ou du moins, ça va nous obliger à nous mettre au niveau des standards pour être en conformité avec ces normes. Les questions de rattachement de l'audit interne, les questions de charte, les questions de manuel d'audit, de gestion des carrières. Donc, ça nous oblige à être en harmonie avec ces exigences-là. Donc, l'un dans l'autre, aux décideurs de choisir. Continue. Parlons maintenant de la réforme. Pourquoi la réforme piétine?
Il y a des directives, mais les pays ne sont pas au même niveau d'avancement. Les décrets subséquents n'ont pas été signés. Ces décrets qui doivent fixer les modalités d'exercice des fonctions dans les structures d'inspection, d'audit et d'évaluation, le cadre d'opérationnalisation de l'inspection dans l'administration publique et parapublique, et les décrets qui concernent les emplois spécifiques d'inspecteurs et d'auditeurs, parce que c'est deux métiers différents. Nous aurons l'occasion de le voir. Pour les auditeurs, c'est déjà connu. C'est des métiers, des fonctions voisines, mais c'est des fonctions différentes. L'audit et l'inspection n'ont pas la même démarche, n'ont pas la même finalité, n'ont pas les mêmes méthodes et n'ont pas les mêmes regards vis-à-vis de la fraude. Okay? Les décrets portant institution des échelles de traitement. Donc, tous ces décrets-là ne sont pas, sont dans le starting block, on va dire. Donc, il y a des lenteurs administratives qu'il faut voir. On ne peut pas, pour l'instant, remettre en cause la volonté de nos États à aller vers ça. Mais les lourdeurs, là, il faut trouver il faut savoir où se trouvent les goulots d'étranglement pour pouvoir les surmonter. Maintenant, comme je l'ai dit, puisque les pays ne sont pas au même niveau par rapport à la question, voyons quelques scénarios de création de services d'audit interne. La problématique est la suivante. Faut-il changer l'existant des inspections en services d'audit interne ou bien faut-il créer de nouvelles structures d'audit interne? Pour quel avantage, pour quel inconvénient? Donc, cet exercice-là, chaque pays doit mener cet exercice-là. Si on décide, je vais réduire ça, voilà. Si on décide de transformer les inspections en audit interne avec l'inspection à l'intérieur de l'audit, qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage? Dans tous nos pays, il y a des inspections ministérielles, voilà, qui, dans leurs prérogatives, font de l'audit aussi. Mais la connotation inspection joue sur la mise en œuvre de l'audit interne ou les diligences en matière d'audit interne. Et ça donne un problème de perception. Cette option donne comme avantage la rapidité de mise en œuvre parce que ces inspections existent déjà, elles ont les ressources et on n'a pas besoin d'autres ressources pour pouvoir aller à cela. Et ça donne naturellement une économie de ressources. Donc, on ne va pas dépenser pour aller vers cette option. Mais l'inconvénient majeur, c'est que ça va renforcer la confusion entre inspection et audit interne. Déjà, il y a une confusion pour beaucoup entre l'inspection et l'audit. Si on transforme les inspections en audit, tout en gardant la vocation audit aussi, ça va renforcer cette confusion-là. Il y a le risque sur l'image de l'audit interne. L'audit interne n'a pas la même démarche, n'est pas perçu de la même manière par les audités que l'inspection. En gros, l'audit va s'intéresser au système pour l'améliorer et l'inspection va partir de règles et voir la mise en œuvre de ces règles-là et on pourra caricaturer en disant que l'inspection met l'accent sur le comportement des acteurs, alors que l'audit met l'accent sur le système. L'audit peut voir la pertinence des règles, ce qui, au sens strict du terme, n'est pas du ressort de l'inspection, qui s'en tient à la régularité et ne remet pas en cause les règles. Voilà, donc pour ceux qui veulent approfondir, il y a le livre de Jacques Renard sur la différence entre l'audit et l'inspection et le livre de Pierre Skich
qui consacre tout un chapitre entre audit pour faire la différence entre audit interne et fonctions voisines. Donc, on va renvoyer les auditeurs à ces deux ouvrages. Deuxième scénario, la création de l'audit interne au sein des Diakité, tu peux répéter les œuvres là? J'ai noté Jacques Renard et l'autre, c'est Jacques lequel? Renard, Oui, euh, Manuel d'audit interne. théorie et pratique de l'audit interne. OK, Pierre Sich, mémento de l'audit interne. OK. Mémento. Théorie et pratique de l'audit interne. Et Pierre, Non, théorie et pratique, ça c'est Jacques Renard. oui, oui. Pierre Schich, c'est un nom difficile à prononcer. S-C-H-I-C-K. OK, Mémento de l'audit interne. d'accord. Merci. Donc, je disais que comme inconvénient, il y a le risque sur l'image de l'audit interne. Les inspecteurs sont perçus comme ceux qui vont mettre les gens en prison, à tort ou à raison. Et il ne faut pas que les auditeurs pâtissent de cette image ou de cette perception. Voilà. Donc, en faisant, en transformant les inspections en audit et en gardant l'inspection à leur sein. Et il y a aussi le fait des missions conjointes. Si l'audit et l'inspection font la même mission, appelée mission conjointe, c'est l'audit qui risque de prendre des coups. Et comme je l'ai dit à la conférence, c'est difficile de venir aujourd'hui avec une casquette d'inspecteur et demain de venir avec une casquette d'auditeur en disant à l'auditeur, ben, c'est pas la même chose. Hier, j'étais inspecteur, c'était une autre façon de voir. Aujourd'hui, je suis auditeur, je suis votre conseiller, je veux améliorer le dispositif, je ne cherche pas la petite bête. Bon, c'est difficile pour l'être humain de croire à ce discours-là du jour au lendemain. Donc, ces scénarios portent des inconvénients qu'il faut voir. Et l'autre chose, c'est la création de l'audit interne au sein des inspections. C'est-à-dire que vous avez des inspections, maintenant vous allez créer, ce n'est pas transformer, mais on va créer des structures d'audit. L'avantage, c'est la rapidité de mise en œuvre parce que les inspections existent déjà. Donc, on va juste créer l'audit en tant que structure et peut-être on va dire que les ressources humaines, on peut utiliser certaines ressources humaines et peut-être recruter d'autres auditeurs. L'inconvénient, c'est qu'on risque de ne pas changer de méthode. On va changer juste le nom, mais les méthodes vont être des méthodes de l'inspection basées sur la régularité, la conformité, etc., le respect des textes sans remettre en cause ces textes-là, et les mesures conservatoires ou la proposition de sanctions à l'encontre des contrevenants par rapport à des règles. Okay? Donc ça, c'est vraiment le véritable inconvénient. La création de structures d'audit ministériel, ça apparaît comme un troisième scénario possible. Donc, créer de nouvelles structures appelées structures d'audit ministériel qui vont s'occuper de faire l'audit interne au niveau de tout le ministère avec un champ étendu, éventuellement aux sociétés d'État ou aux établissements publics nationaux. Nouvelle structure avec sa propre image, ça donne cela comme avantage. Mais l'inconvénient, il faut voir le coût qui peut être élevé et la durée d'opérationnalisation. Ça peut être une durée élevée d'opérationnalisation. Je reviens sur l'autre option pour parler du cas béninois. On a vu que le Bénin est en avance sur les autres pays de l'UEMOA par rapport au texte, mais dans la pratique, ils sont dans une configuration où l'audit est à l'intérieur de l'inspection. C'est-à-dire que inspecteur aujourd'hui, auditeur demain, ce n'est pas ce n'est pas la meilleure façon de faire par rapport aux inconvénients. Donc, ils sont en avance sur les autres par rapport au texte, mais dans la pratique, le scénario utilisé ne me semble pas optimal. Donc, le scénario optimal pour moi, c'est la création de structures d'audit ministérielles
et qui va avoir ses propres auditeurs, des auditeurs de métier, qui va les recruter et leur donner toute une formation pour pouvoir faire de l'audit. Et les inspections peuvent rester parce que nous avons besoin d'inspections et ces inspections doivent se focaliser sur la conformité, comme je l'ai dit, et surtout la lutte contre la fraude. Comme vous le savez, le rôle de l'auditeur n'est pas de lutter contre la fraude. Il doit bien entendu avoir les connaissances de base en matière de fraude, mais ce n'est pas une personne dont le rôle principal est de traquer la fraude. Donc, nos inspections peuvent s'occuper de tout ce qui est fraude, corruption, enrichissement illicite et infractions connexes. Et l'audit interne va faire sa mission conformément aux normes d'audit interne, cette activité objective et indépendante qui donne à nos organisations une assurance sur la maîtrise des opérations. Voilà, vous connaissez déjà la définition de l'audit interne. Avec un ancrage institutionnel fort, pour moi, il doit être rattaché directement au ministre et dans la création du comité d'audit ministériel, ma proposition, c'est que euh, le secrétaire général fasse partie de ce cabinet, de ce comité, et non le chef de cabinet. Qui dans nos, je ne sais pas si le cas burkinabé est différent, mais le cas malien, le chef de cabinet représente le bras politique du ministre. Et il part dès que le ministre, il y a changement de ministre, de mission du ministre, et même une forte variation du portefeuille, c'est-à-dire que le champ d'action du ministre change, le cabinet est automatiquement dissous. Donc, ça peut amener des flottements au sein des structures. Et le chef de cabinet n'est pas forcément un fonctionnaire. Contrairement au secrétaire général qui est forcément choisi parmi les hauts fonctionnaires. Donc, c'est la mémoire du cabinet et du département. Voilà. Je le dis souvent, le ministère, ce n'est pas le Ségal, mais le ministère, c'est aussi le secrétaire général. Voilà. Donc, dans la perspective de cette création de structure d'audit, là aussi, il n'y a pas de, on ne recrée pas la roue, ça a été fait sur d'autres cieux. Il y a le cas français qui peut nous inspirer et pour pouvoir faire mieux que les Français. Donc, création de structure d'audit ministériel avec un champ étendu et un comité d'audit ministériel. Et la composition de ce comité d'audit peut, selon les pays, être de la prérogative, des prérogatives du Premier ministre ou du président, pourquoi pas, pour leur donner une certaine importance ou une certaine sécurité, on va dire. Une certaine sécurité, on va dire, excusez-moi. Me comprendre cela. Excusez-moi, j'étais. Voilà. Donc, on va voir ça dans les questions, je l'espère. Qui doit être membre de ce comité? Bien entendu, il y aura des personnes ressources qui doivent être choisies sur la base de leurs compétences. Et suite à un appel à candidature, je préfère pour avoir les meilleurs qui vont siéger dans ce comité d'audit. Et les auditeurs doivent être recrutés de manière transparente et des auditeurs de métier pour pouvoir faire de l'audit public et un audit public en rapport avec nos exigences et nos défis. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voici ce que je voudrais partager avec vous. Et avec les questions, les commentaires, les contributions, on pourra s'enrichir mutuellement. Merci.
Oui, j'ai des questions pour notre conférencier du jour. Patrice, je peux te passer la main? Oui, Clotilde, pas de problème. Merci. Merci. Alors, merci bien, Monsieur Diakité, pour cette belle présentation et ce point qui a été fait au niveau de notre espace sous-régional. Sans plus tarder, peut-être, on va dire simplement la parole à qui veut la prendre et qui pour des contributions, qui pour des questions de clarification sur des points précis. Et n'oublions pas que c'est un enrichissement mutuel. Donc, il y en a qui ont fait des passages à des niveaux aussi qui permettent de vraiment contribuer à enrichir la thématique. Donc, la parole est vraiment à qui veut la prendre. Merci. Je ne vois pas de main d'abord. Doyen Badian? Bonjour, Oui, bonjour, cher doyen. vous allez bien. Très bien, J'allais lever la merci. main, mais je cherchais où cliquer. Bon, parce que Oui, je j'avais l'ai levé la main, senti. ensuite je l'avais baissé. Oui, oui. C'était pour te taquiner parce que tu avais demandé à la présidente de se présenter et toi-même, ton nom n'apparaît pas, c'est Abbassi qui apparaît. Donc, je Tout à voulais fait. blaguer. Donc, Tout à fait. Voilà, finalement, bon, donc c'est Bata Bakizente Patrice. Je ouais, suis ouais, le secrétaire général de Abassi. Et donc, comme la présidente l'a dit, c'est un bureau exécutif de 7 membres qui essaie d'apporter sa pierre à l'édification de Abassi au niveau du Burkina. Voilà, merci. Il y a merci. celui Merci. qui a fait la présentation Donc, je sur voulais continuer, hein. Abassi. C'était l'introduction là. Voilà, c'est Wango Omar. Lui, J'en profite vraiment pour féliciter Diakité. C'est extrêmement riche. Je n'avais pas l'occasion d'assister à sa conférence quand on était à Cotonou, mais maintenant, c'est comme si j'étais. Et je trouve que c'est extrêmement riche. Et donc, toutes mes félicitations, Président. Bon, c'est à l'image de l'homme que je connaissais hein, depuis longtemps. Donc, ça ne pouvait être que ça, mais c'est beaucoup plus riche que ce que je croyais, en fait. Et je le félicite énormément. Et ce que je voulais dire, c'est que soit au niveau de l'Union, donc, ou bien, bon, en tout cas, un autre truc, je crois que c'est un document qui doit être à la disposition de l'UEMOA pour pouvoir harmoniser au niveau régional. Parce que c'est un document, bon, je crois, qui pourrait aider à faire en sorte que l'audit interne soit normalisé au niveau, non pas de pays par pays, mais au niveau de la zone UEMOA. Et là, l'UEMOA a un rôle important à jouer, comme à l'instar de la commission bancaire qui a normalisé les choses en matière de gestion des risques, de contrôle interne, de gouvernance et d'audit. Et je crois que l'UEMOA aussi doit être bon. Mais ça, c'est un aspect qui doit être pris, je crois, au niveau de l'Union. Mais je crois que Diakité a balisé le terrain pour qu'on aille vers cet aspect-là. Donc, félicitations et merci également pour l'Abbassi d'avoir organisé cela. Je crois que tout le monde pourra en tirer quand même profit. C'est ce que je voulais dire. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, doyen Badian. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Alors oui, bonjour. Je ne vois pas la main. Euh, je ne vois pas de main. Qui veut parler? Papa Amadou. OK, merci. Vous avez la parole, monsieur Amadou. OK. Donc, bonjour tout le monde.
Là, je remercie M. Diakité, hein, donc vraiment pour sa belle présentation. Je salue au passage M. Badian, qui nous sommes du Sénégal. Donc, je vous appelle du Sénégal. Je suis membre quand même de l'ISACI, donc l'Association des auditeurs internes du Sénégal. Et là, en même temps, je suis auditeur interne au Centre des œuvres universitaires donc de Bambay, auditeur interne dans le secteur public, donc avec 6 années d'exercice. Et j'ai aussi la chance de travailler depuis 2014. Bon, ça a pris du temps sur une thèse de doctorat qui parle de l'audit interne dans le secteur public. Donc, là, bon, j'avoue très sincèrement que ça fait des années parce que mon master en 2008, donc j'ai écrit sur l'audit interne. Ouais, c'est bon. Merci. Vous m'entendez? Donc, vous m'entendez? Quelqu'un qui avait activé son micro, certainement pas. Oui, on vous entend. Hein? C'est M. Baye, on vous entend très bien. Bonjour, M. Badian. Donc, j'étais en train un peu d'introduire hein, pour au moins quand même se présenter. Donc, je disais que je suis Papa Amadou Baye, je vous appelle du Sénégal, avec mon ami, notre cher Papa Mor Badian Tine. Donc, je disais que je suis membre de l'ISACI et auditeur interne au CROUS de Bambay, donc dans les universités publiques avec 6 années d'exercice. Donc, je disais que j'ai eu la chance quand même, donc depuis 2014, de s'inscrire en thèse de doctorat, donc sur l'audit interne et la performance du secteur public. Donc, vous sentez un peu que je suis un peu l'actualité depuis des années, bien que ça a pris du temps. Et depuis 2008, quand même, on est dans cette recherche. On a écrit un mémoire de Master 2 sur l'audit interne. Donc là, juste pour dire à quel point on a été vraiment convaincu et satisfait, quand même vraiment de la présentation de M. Diakité. Donc, qui n'a, à mon avis, hein, laissé aucun aspect donc, global. Hein, donc, juste en réalité qu'il faut compléter par des questions peut-être et des informations sur l'état de l'audit interne au Sénégal particulièrement. Parce qu'à un moment donné, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de données sur ça. Alors que, donc moi qui le suis depuis des années, hein, donc j'avoue vraiment depuis 10 ans en tant qu'auditeur interne dans le secteur public, bon, nous avons tout récemment, en 2021, vraiment reçu un arrêté. Donc, d'après les directives même du président de la République, avec les rapports des cours de contrôle qu'il avait reçus et qui avait instruit à notre ministre de tutelle de généraliser, donc je le dis bien, l'audit interne dans toutes les universités du Sénégal. Vraiment, c'était un arrêté. Et là, bon, c'était vraiment une nouvelle qu'on avait vraiment quand même qui nous a beaucoup plu parce que avant cette année, l'audit interne n'était pas réglementé dans le secteur public. Donc, il y avait juste mon directeur qui était du Canada, qui est venu, qui a senti quand même la nécessité de travailler avec un auditeur interne et qui m'a pris. Et moi qui est quand même dans la recherche, dans le secteur, ben, j'étais auditeur externe à un moment donné, de 2014 à 2019. Donc, moi qui s'amusait quand même à essayer quand même d'imposer l'audit interne dans ce secteur. Et là aussi, il y a au Sénégal un avancée vraiment extrêmement important. Donc, vous savez bien que moi, donc, je parle sous le contrôle de M. Morbadian Tine. Donc, il y a une nouvelle loi d'orientation en 2022 qui a été même adoptée. Et cette loi d'orientation du secteur parapublic, du secteur public, a vraiment mentionné un chapitre ou bien un article spécial donc dédié à l'audit interne. Et là, vous verrez dans cette loi que la différence a été vraiment faite entre tout ce qui est audit interne, contrôle de gestion. Donc là, c'était juste quelques ajouts donc, sur le document de M. Tine, donc M. comment dirais-je, Diakité, pour un peu essayer de fouiller un peu ici au Sénégal, qu'il y a eu quand même quelques avancées majeures de l'audit interne dans ce secteur. Et là, j'ai été vraiment séduit par cette hypothèse 3 qu'il a quand même pris en compte pour comment faire pour au moins généraliser l'audit interne dans le secteur public, c'est-à-dire sa création. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, je fouillais dans tout ce qui est texte et loi portant la répartition des services de l'État pour voir quel est l'endroit où on peut nicher l'audit interne. Mais bon,
On avait vu, on ne voit que, comme il l'a bien dit, heureusement qu'on a les mêmes pratiques que pour les autres pays de l'UEMOA, il y a cet endroit qui est l'inspection. Mais comme il l'a bien dit, l'inspection n'est pas l'audit interne. Et je ne vais pas revenir sur vraiment les avantages et inconvénients qu'il a très bien détaillés. Et là, vraiment, pour ne pas quand même durer sur quand même cette intervention, donc nous vous remercions, hein, donc nous remercions tout le monde, nous remercions M. Diakité, les organisateurs, donc Elisa aussi, M. Badian, quand même via notre présidente, qui nous a donné quand même cette opportunité de participer à cette webinaire. Donc, merci beaucoup. Merci. Ok, merci bien, cher Amadou. Merci. Je crois que c'est beaucoup plus de contributions. Voilà, donc je crois que c'est beaucoup plus de contributions. En tout cas, merci infiniment pour cette belle contribution à la thématique du jour. Il y a un des participants qui a laissé un message, sinon une question dans le chat. Mais malheureusement, son nom ne s'affiche pas, c'est iPhone. Je demande à la personne de s'identifier. Mais la question est la suivante. Les normes Intosai sont-elles les seules normes d'audit applicables dans le secteur public? Je ne sais pas si Diakité m'entend. Oui, je vous entends. Voilà. Et le deuxième point de sa question, pour l'exemple de cas du Mali, au cas où il y aura des services d'audit interne ministériels, il estime que le bureau de vérificateur général, c'est BVG, hein, bureau de vérificateur général, joue le rôle d'audit interne a posteriori. Et dans ce cas, il estime qu'il n'y a pas de risque de chevauchement entre l'audit interne et cette structure-là. Voilà. Ce sont ces deux questions. OK. Voilà. OK. La première question, en matière de normes, l'INTOSAI, ce n'est pas les seules normes d'audit public. Les Américains ont leurs propres normes d'audit du secteur public. J'ai bien dit que l'INTOSAI, c'est l'organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Et nos pays, généralement, sont membres de cette institution. En tout cas, le Mali est membre et l'UEMOA même est membre observateur de cette organisation internationale qui édite les normes d'audit du secteur public en matière de finances publiques. Donc, ce n'est pas les seuls. Les Américains ont leurs propres normes d'audit du secteur public. Maintenant, pour le cas du BVG, en réalité, le BVG, c'est une autorité administrative indépendante. Je renvoie à celui qui a posé la question à la loi 2014-049 sur l'organisation des secteurs, des structures publiques au Mali. Le BVG, c'est une autorité administrative indépendante qui fait de la vérification, comme son nom l'indique, et qui est lui-même inspiré du cas canadien, le bureau de vérificateur du Canada, a été même qui est un partenaire majeur du bureau de vérificateur du Mali. Donc, la création des structures d'audit interne peut bien marcher avec l'existence d'un bureau du vérificateur général, dans la mesure où, quand le bureau du vérificateur général va dans les missions, va faire des missions auprès des sociétés d'État ou auprès des structures, des EPA, puisque celui qui a posé la question, apparemment, c'est un Malien. Donc, je vais dans le détail. Il s'appuie sur les rapports des auditeurs internes, donc ce qui montre bien que c'est bien possible. Maintenant, pour moi, la vraie question, c'est pas là. C'est le bureau du vérificateur général et la Cour des comptes. Parce que si on voit les prérogatives de la Cour des comptes, ça reprend
les mêmes prérogatives à quelques des exceptions près du bureau du vérificateur général. Et là, il y a matière à réflexion. Et un expert comptable du nom de Koniba Sidibé avait fait une communication là-dessus et a proposé des réformes. C'est-à-dire que le bureau du vérificateur serait réformé et qui va s'occuper seulement de l'audit interne, OK? Et qui va être l'auditeur interne de l'État. Et ça demande de revoir la loi de création du bureau du vérificateur général, mais ça ne remet pas en cause le comité d'audit ministériel. Et toutes les questions sont sur la table. Dans tous les cas, la création d'une cour des comptes au sens le plus étendu du terme, par rapport aux prérogatives que l'UEMOA donne à la Cour des comptes, il y a euh, matière à revoir les textes du bureau du vérificateur pour pouvoir éviter ce chevauchement-là. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. D'accord, merci bien, Diakité. Peut-être je vais me permettre de faire une petite contribution sur la question de la coexistence entre la Cour des comptes et le bureau du vérificateur général. Bon, je fais le parallèle parce que je ne connais pas bien l'environnement au Mali, mais je fais le parallèle avec celui du Burkina Faso parce qu'on a une autorité supérieure de contrôle d'État et une Cour des comptes également qui existe. Mais cette coexistence-là part du principe que les deux entités relèvent de pouvoirs différents. OK. Voilà. La Cour des comptes relève du pouvoir judiciaire, donc pour la question d'indépendance avec le gouvernement. Et l'autorité supérieure de contrôle d'État relève du pouvoir exécutif. Donc, c'est une structure interne à l'exécutif. Donc, c'est pour cela que ces deux entités coexistent. Voilà. Maintenant, bon, pour les questions de rationalité, etc., parce que, bon, comme vous l'avez dit, elles ont plus ou moins des mêmes périmètres d'intervention, même si celui des cours de compte va au-delà euh, du périmètre d'intervention de l'autorité supérieure de contrôle d'État de lutte contre la corruption. Voilà. C'est ça. Merci bien. Et d'ailleurs, l'INTOSAI considère les cours de compte comme la structure supérieure de contrôle des finances publiques. Exactement, exactement. Voilà. Bon, je connais un peu l'environnement des cours des comptes parce que j'y ai officié aussi à un moment. Okay. Voilà, donc c'est pour ça que je... Tout à fait. Voilà, merci. Sur la même question, pour ceux qui veulent approfondir, je ne sais pas s'il y a des thésards. En fait, il y a la question du bureau de vérificateur, c'est une culture canadienne, en fait, qui relève du Parlement, OK? Normalement, qui relève du Parlement, donc du législatif. Mais nous sommes dans une culture francophone avec des cours des comptes. Et vous allez voir que là où il y a les cours de compte en France, il n'y a pas de bureau du vérificateur. Et c'est cette cour de compte qui a les pouvoirs les plus étendus possibles. Donc, il faut un ajustement si on va vers ça. Pour le cas malien, la cour de compte est là. On attend de voir euh, les prérogatives de cette cour de compte. Si c'est les mêmes prérogatives que les directives de l'UEMOA donnent, ça englobe une bonne partie des prérogatives du bureau du compte, du bureau du vérificateur. Voilà. Bonjour, j'ai levé la main depuis Oui, longtemps, oui, mais je crois que... j'attendais qu'ils finissent pour vous passer la main. Allez-y, monsieur Badian. Merci. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut quand même apporter quelques éclaircissements. Okay. C'est vrai que, au niveau du Sénégal, à l'image des autres, mais il y a également une petite nuance quand même ici. Au niveau du Sénégal, il y a l'inspection générale d'État.
qui est logé à la présidence de la République. Il y a la Cour des comptes qui est indépendante, bon, qui est une cour donc au niveau judiciaire, bon, qui joue le rôle de pratiquement d'audit externe, pratiquement avec des prérogatives. Mais il y a aussi au niveau du ministère des Finances, l'inspection générale des finances. Je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais ici, ça existe. Bon, qui joue le rôle de truc partout où l'État met ses billes, ils sont compétents effectivement à aller là-bas. Et le problème bon, qui s'est posé quand il y a eu les directives de l'UEMOA de 2009, l'application, il y avait un projet au niveau du ministère des Finances qui s'était chargé de déployer les directives de l'UEMOA, principalement la directive 6 et 7. Et c'est à ce niveau-là que, par exemple, bon, j'ai eu à poser des questions à des gens proches de l'inspection générale d'État, qui est à la présidence, qui est censé piloter le projet en fait. Mais dans la réalité, le budget et le projet est logé au niveau du ministère des Finances, ce qui fait que, effectivement, il y a eu des lenteurs dans la mise en œuvre. Parce que, comme dans beaucoup de pays, le ministère des Finances est l'ordonnateur national des dépenses. Et ce qui fait que s'il faut appliquer les nouvelles directives de l'UEMOA, les ministères deviennent en fait des ordonnateurs de dépenses. Donc, il faut décentraliser, délocaliser le pouvoir d'ordonnancement au niveau de ce truc. Et ça n'arrange pas certains fonctionnaires du ministère des Finances. C'est ça qui fait que, effectivement, bon, il y avait un problème. Et jusqu'à présent, moi, je me pose la question de savoir qui est prédominant par rapport à l'autre entre l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances. Ça, c'est un aspect. Bon. En revanche, il y a un aspect aussi qu'il faut voir, par exemple, au niveau de l'inspection, au niveau de la directive numéro 7 de l'UEMOA, chargée de la réglementation sur les finances. L'ensemble des pays de l'UEMOA, sauf peut-être la Guinée-Bissau où je n'ai pas les textes, il est dit que les corps de contrôle appliquent les normes internationales de vérification. Au Sénégal, ce paragraphe a disparu. Ce qui veut dire que nous avons un chantier à faire ici à ce niveau-là. Bon, bien qu'effectivement, récemment, la présidence a demandé à ce que les nouvelles autorités ont demandé à ce que tous les rapports d'audit et tous les rapports de contrôle, d'audit et de vérification soient publiés. Et ce qui est, il y a une série de publications au niveau truc pour montrer quand même leur indépendance parce que jusqu'ici, bon, il y avait la présence qui disait qu'elle a mis le coude sur certains rapports d'audit. Ça veut dire, donc, il y a un problème d'indépendance des corps de contrôle de l'État. Et ça, c'est un problème majeur. Elle publie, elle édite les rapports, remet à la disposition de l'autorité, principalement à la présidence, et la présidence ne publie pas. Donc là, ça pose un problème, et valable également pour les inspections à l'intérieur des ministères, comme pour les audits. Mais néanmoins, malgré ça, quand même, tout le monde a constaté qu'il y a du professionnalisme dans l'exercice de la fonction, aussi bien au niveau des inspections d'État, l'inspection générale d'État, inspection générale des finances et Cour des comptes. Donc là, il y a quand même un chantier, je crois que l'UEMOA doit pouvoir faire pour l'ensemble des trucs, y compris l'audit interne. En revanche, il y a aussi au niveau du Sénégal quand même des avancées depuis 1990. Depuis 1990, tout le secteur parapublic était obligé d'avoir un service d'audit interne, mais on n'a pas normalisé. Qu'est-ce qu'il fait? On disait, les sociétés d'État et les sociétés du parapublic doivent créer un service d'audit interne chargé de vérifier les procédures, le manuel des procédures. Point. C'était en 1990. Et comme M. Amadou Mbaye vient de le dire, la loi 2022-08 a corsé un peu les choses en obligeant à mettre en place un dispositif d'audit interne dans tous les secteurs parapublics avec l'obligation de mettre en place une cartographie des risques et un référentiel de contrôle interne et d'élaborer et de mettre en place également un comité d'audit. Donc, il y a une avancée. Mais, bon, jusqu'à présent, on ne voit pas, et je crois que ce que je disais tout à l'heure, le travail de Diakité, une fois versé au niveau de l'UEMOA, et qu'au niveau de l'Union, on puisse travailler pour faire en sorte qu'il y ait des textes, on peut normaliser la profession d'audit interne, aussi bien en termes de structure, en termes de rattachement qu'en termes de normes de fonctionnement. Ça, ce serait quelque chose qui serait très, 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 très important. Bon, j'ai voulu être court, malheureusement, je ne l'ai pas été.
un certain nombre d'éléments. Merci beaucoup. L'exemple sénégalais est très, très enrichissant. Comme je l'ai dit, on a pratiquement les mêmes structures, à la différence près que ce que vous appelez contrôle général d'État, que nous appelons maintenant contrôle général des services publics, il est rattaché chez nous à la primature. Donc, c'est le Premier ministre c'est la primature qui a le rattachement du contrôle général des services publics. Et les inspections sont ministérielles. Et une dizaine d'inspections ministérielles qui couvrent les champs d'action du ministère. Et il y a l'inspection des finances qui a un pouvoir plus étendu par rapport à tout ce qui est contrôle des finances publiques dans les autres ministères et aussi dans les ambassades et autres. Et le bureau du vérificateur général a une compétence élargie qui peut aller un peu partout. Voilà. Maintenant, avec la Cour des comptes, qui est devenue une institution à la faveur du changement du référendum, de la révision de la nouvelle constitution, on va dire. Donc, il y a des attelages à faire et le plus grand défi, c'est la coordination de ces structures de contrôle pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, mais pour que, aussi que les audités ne se sentent pas envahis par les structures de contrôle. Imaginez deux, trois structures de contrôle qui viennent au même moment et sur les périodes d'audit, les mêmes périodes d'audit qui se chevauchent. Imaginez ce que les audités penseraient de ces structures de contrôle. Ils vont penser que c'est pour les empêcher de travailler ou que c'est de l'acharnement. Donc, le plus grand défi, au-delà de l'harmonisation des textes, des pouvoirs d'investigation de ces structures, c'est leur coordination pour qu'ils n'interviennent pas sur les mêmes choses au même moment. Ça peut donner une mauvaise image à toute la chaîne de contrôle dans nos pays-là. Et le souci de l'efficacité passe forcément par une optimisation des structures de contrôle. Et j'allais terminer la création de corps d'auditeurs et d'inspecteurs. Il faut que ce soit carrément un corps parce que dans le cas malien, ce n'est pas un corps à part entière et souvent certaines structures sont considérées à tort ou à raison comme des garages parce que quand les gens sont relevés de leurs fonctions, ils se retrouvent dans ces structures-là. Et ce n'est pas gage de performance euh, et de promotion de l'audit et de l'inspection dans nos pays. Ok, merci bien Diakité et merci au doyen Tine. Voilà, juste pour rassurer le doyen Tine qu'on a à peu près la même configuration également au Burkina en termes euh, de structure, d'audit, de corps de contrôle. Voilà, on a exactement la Cour des comptes qui est là, qui fonctionne comme une structure d'audit externe à l'exécutif. On a l'autorité supérieure de contrôle d'État de lutte contre la corruption, qui est une entité d'audit, qui est un bras technique de l'exécutif. Et au sein des ministères, on a des inspections techniques des services. Ministériel. Voilà. Et on est justement également dans le schéma de l'arrimage entre ces différentes structures d'audit, notamment la SCE, les inspections techniques au niveau des ministères et l'inspection générale des finances. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a un des collègues qui est en ligne, qui peut éventuellement donner un peu plus d'éléments en termes d'évolution, d'ancrage institutionnel, parce qu'il y avait un certain nombre de textes juridiques qui devraient être pris. Bon, ça fait un peu un serpent de mer, parce que on arrive à un stade, après on retoque, il faut repartir, faire des relectures, etc.
Mais je crois que lui, il est un peu connecté à cette réalité-là. S'il il m'écoute, il peut donner une Mhm. contribution dans ce sens-là. Il y a Papa Amadou qui demande justement les, qui sollicite les textes de référence qui, qui jusque-là parlent de l'audit interne dans le secteur public au sein de l'UOMOA. Donc, si vous OK. pouvez partager ces textes de référence-là, on pourra même les publier dans le groupe Abassi pour information à ceux qui sont intéressés. Voilà, merci. Merci. Kigi, tu es en ligne, je te vois connecté. Est-ce que tu peux intervenir? Ok, ok. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je disais Ok. qui, Guy, ou bien vous Sidi voulez m'a dit, intervenir? Ouedraogo Sidi m'a dit, Ok. je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Oui, oui, allez-y. Ok, ok. Donc, merci beaucoup pour la parole. Euh, je remercie également l'expert Diakité pour vraiment ce risque euh, euh, c'est, euh, Ah. compte tenu de l'exposé qu'il nous a livré. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que mon prédécesseur vient de dire, effectivement, au Burkina ici, nous avons plusieurs corps de contrôle, voilà, euh, qu'il a bien énumérés. Maintenant, notre inquiétude, c'est quoi? Si euh, il y aura d'autres corps de contrôle qui seront mis en place. Est-ce que ça ne va pas jouer sur vraiment la qualité euh, de l'audit interne, comme les gens euh, euh, l'ont souligné? Est-ce que ça ne va pas empêcher également l'auditeur, voilà, de faire bien son travail? Si, par exemple, dans l'année, il va avoir 4 à 5 audits au même moment, voilà, comme l'expert l'a souligné, ça risque vraiment de compromettre le rôle même de l'audit en question, la vision que nous voulons de l'audit, voilà, au sein des structures. Au lieu que ça apporte un plus, ça risque d'être un frein, voilà, dans la lourdeur et vraiment dans la crainte également des travaux. Voilà, voilà juste un petit point que je voulais souligner. Également, j'ai posé une question par rapport au comité d'audit arrimé au secrétariat général du ministère. Là. Ici au Burkina, tout est des nominations. Hein. Voilà, le SG est nommé en conseil des ministres. Voilà. Est-ce que si on rattache la responsabilité du comité d'audit au SG et que le gouvernement qui serait mis en place là, voilà, aurait à changer, à nommer des SG concernant vraiment sa politique, est-ce que ça ne va pas jouer également sur la qualité, voilà, de l'audit interne qui serait vraiment déroulé dans ce ministère? Vraiment, je vous remercie. Ok, merci, M. Sidi Ouedraogo, pour cette contribution et cette question. Euh, je laisse la parole à Diakité. Oui, par rapport à la préoccupation soulevée, en fait, je disais que je ne sais pas si c'est la même réalité au Burkina. Je faisais la différence entre, dans le ministère, il y a le secrétariat général qui est normalement technique. Le secrétaire général plus des conseillers techniques. Chez nous, c'est des fonctionnaires. Et il y a le cabinet du ministre qui est politique, le chef de cabinet du ministre. Et ce dernier-là, le cabinet est dissous dès qu'il y a changement de ministre. Et le chef de cabinet n'est pas forcément un fonctionnaire. Il peut être fonctionnaire, il peut ne pas être fonctionnaire, mais le secrétaire général est toujours fonctionnaire. Donc, je disais par rapport à cela, que ce soit plus technique, que je proposerais le secrétaire général. Mais dans le cas béninois, par exemple, c'est le chef de cabinet qui est membre de ce comité-là.
Ce comité-là doit comprendre des personnalités compétentes extérieures au ministère. Okay? Ce n'est pas seulement le chef de cabinet et le secrétaire général. Et le secrétaire général n'est pas le président de ce comité-là. Il est membre de ce comité-là, il n'est pas le président. Le président est désigné soit par le Premier ministre, soit par le président de la République, selon les cas. Donc, le secrétaire général ne peut pas être le président parce qu'il n'y aura pas cette indépendance voulue. Imaginez le secrétaire général, président du comité d'audit dans le ministère où il travaille, ça ne fera pas grande indépendance. C'est une personnalité qui va être désignée président de ce comité ministériel, mais le secrétaire général fera partie, tout comme l'auditeur interne, le responsable de l'audit interne du ministère. En fait, c'est à peu près la même chose dans le comité d'audit dans les entreprises. Vous savez que le comité d'audit dans les entreprises, c'est les administrateurs, qu'ils soient administrateurs ordinaires ou bien administrateurs indépendants. Et la présidence est donnée en général à un administrateur indépendant pour pouvoir faire plus d'efficacité. Le secteur public peut s'inspirer de ce même modèle-là qui a montré son efficacité par ailleurs. Voilà. Sinon, sur la question de la nomination, on est d'accord, ils sont tous nommés en Conseil des ministres, tout comme le directeur de cabinet, le chef de cabinet et le secrétaire général sont tous nommés en Conseil des ministres. Mais le premier est beaucoup plus politique et le second est beaucoup plus technique. C'est cette nuance-là que je voudrais apporter pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers en cas de changement de ministre. Et encore une fois, chez nous, un changement de ministre ne vaut pas forcément changement du secrétaire général, mais ça vaut forcément changement du chef de cabinet. Voilà. Si ce n'est pas les mêmes réalités au Burkina, on peut, ou dans d'autres pays, on peut bien garder le chef de cabinet. Ça ne fera pas de problème. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ce comité d'audit ministériel peut être constitué de 5 personnes ou de 7 personnes. Dans ce comité, on préfère le chiffre impair pour éviter des blocages. Voilà. 5 ou 7 personnes, ce nombre me paraît raisonnable pour pouvoir faire le travail. Bon, je reviens, hein. J'approuve Diakité, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Bon, chez nous, il y a chef de cabinet, mais aussi directeur de cabinet. Mais ce sont des postes politiques qui suivent le ministre. Dès qu'ils partent et le nouveau ministre arrive avec un autre cabinet, quoi, comprenant son chef de cabinet, chargé de mission, directeur de cabinet. Mais le secrétaire général, bien qu'il ne soit pas fixé durant toute sa vie au niveau d'un ministère, est beaucoup plus stable et plus technique. C'est un fonctionnaire. Il est nommé par décret, peut être amené d'ailleurs, mais bon, il peut traverser plusieurs ministres. Donc, c'est beaucoup plus stable et je suis d'accord sur cet aspect comme quoi le rattachement hiérarchique peut être à ce niveau, mais il ne peut pas être président du comité d'audit. Entièrement d'accord avec lui sur toute la vie. C'est la même chose, en tout cas au niveau du Sénégal, sauf qu'ici, on parle de directeur de cabinet et de chef de cabinet qui est beaucoup plus bas, mais bon, c'est la même configuration pratiquement. Merci. OK, parfait. OK, merci bien pour ces éléments d'éclairage. En tout cas, c'est à peu près la même réalité. Mais sauf qu'au Mali, je pense que vous êtes un peu en avance par rapport à la question du secrétaire général qui semble avoir l'exercice de sa fonction semble avoir été réglementé, j'allais dire, parce que c'est une fonction beaucoup plus stable conférée plus ou moins par les têtes en termes de qualité, parce que vous avez dit que c'est forcément un fonctionnaire. Voilà. Et au niveau du Burkina, c'est de fait un fonctionnaire, mais il y a des exceptions parce que en tout cas, je n'ai pas connaissance de texte qui fige ça. Le son n'est pas très bon chez moi. Ah, ok. Bon, certainement les questions de connexion.
Donc, je disais que au Burkina, la question du secrétaire général, c'est de fait un fonctionnaire, mais il y a des exceptions, il y a une petite marge de flexibilité où on a enregistré des cas où ce n'étaient pas des fonctionnaires, mais des gens qui connaissaient bien l'administration, mais qui ne sont pas des fonctionnaires. Voilà, donc peut-être que chez vous, c'est une avancée et ça pourrait permettre aussi aux autres pays bon, de voir en termes d'exemple pour aller dans ce sens-là. Voilà, mais je suis entièrement d'accord avec la proposition qui est faite de rattacher le comité d'audit au secrétariat général parce que vraiment c'est un service assez stable parce que même dans nos pays, lorsqu'il y a dissolution du gouvernement, des trucs comme ça, on dit, bon, ce sont les secrétaires généraux qui sont chargés de l'expédition des affaires courantes. Donc, c'est dit que c'est C'est une ça. institution qui est vraiment stable. Maintenant, faisant partie du périmètre d'intervention de l'audit, il ne peut pas être le président il peut pas assurer la présidence du comité d'audit. Voilà, donc je C'est suis ça. vraiment en accord avec ce regard-là. Merci. Merci. Alors, je ne vois plus de main. Il n'y a pas de questions résiduelles. Je crois on est à moins de 7 minutes de la fin même de notre webinaire. Je ne sais pas s'il y a des interventions résiduelles. Sinon, on va vraiment remercier encore M. Diakité. Et remercier également tous ceux qui ont contribué, en tout cas tous les participants, pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard de cette thématique. Voilà, et les différentes contributions, les questions qui permettent de prendre encore un peu plus de recul. Voilà. En tout cas, je crois que c'est un début parce que certainement, Diakité sera encore sollicité sur d'autres thématiques. Il y a le doyen Tine qui est là. Il y a pas mal d'experts qui sont en ligne. On reviendra en temps opportun vers ceux qui sont disponibles pour accompagner l'association à aller de l'avant. Je ne sais pas, peut-être je vais passer encore la parole à M. Diakité s'il a quelque chose à dire avant on ne fasse tomber les rideaux sur ce webinaire. Merci. Ok, merci beaucoup. Avant de remercier, il y a un point d'attention. Il faut que les auditeurs internes soient membres très actifs des réformes en matière d'audit interne dans le secteur public. Je pense que nos instituts locaux, je l'ai répété à Cotonou, il faut que ces instituts s'intéressent, s'impliquent davantage dans les questions de réforme de l'audit interne dans le secteur public. Pour le cas burkinabé, Abassi doit rapprocher les structures, les autorités compétentes pour pouvoir jouer tout son rôle dans la réforme et pouvoir prendre de l'avance même sur les normes, parce qu'il y a les normes 2024, en tenir compte si on doit transposer dans si on doit aller vers un cadre de référence, un CRIP du secteur public au Burkina, il faut que Abassi joue tout son rôle. Et aussi dans le recrutement des auditeurs du secteur public, il faut que l'Institut joue son rôle et aide les autorités à aller faire ces réformes-là. Je pense que nos instituts regorgent de compétences qui peuvent être mobilisées pour pouvoir faire le partage d'expériences, quel que soit le pays de l'UEMOA, parce que nous avons pratiquement les mêmes réalités, les mêmes problèmes et nous avons des textes qui sont similaires ou des configurations qui sont similaires. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de grande difficulté. Et je suis contre que
Je ne partage pas l'avis que des experts d'autres cieux, d'autres continents viennent pour pouvoir faire nos réformes alors qu'ils ne maîtrisent pas nos spécificités. Donc, c'est vraiment un cri de cœur que je lance à tous les instituts. Et l'Union des instituts d'audit interne est déjà sensibilisée à cela pour pouvoir jouer tout son rôle pour accompagner nos États dans les réformes en matière d'audit interne. Voilà. Donc, sur ce, je voudrais remercier tous les participants, Abassi pour l'initiative et marquer ma disponibilité à accompagner Abassi et tous les autres instituts dans le cadre de la promotion de l'audit interne, conformément à notre devise, le progrès par le partage. Merci beaucoup. Voilà, on ne pouvait pas mieux finir sur de telles notes. En tout cas, continuons ce partage. Ce n'est que par ce partage-là que nous allons continuer à nous bonifier en termes d'expérience, d'expertise et donner vraiment tout l'élan à nos instituts d'audit interne au niveau de nos différents pays, au niveau de notre espace. Voilà. En tout cas, sur ce, vraiment, encore merci, merci, merci à M. Diakité. Infiniment merci pour tous ces éléments de partage et nos amitiés à, à l'IA Mali. Merci. Excellent week-end à tous les participants et à très bientôt sur d'autres thématiques. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. tous. Ok, Merci. merci bien. Merci. Merci. On a bien Merci pris note. beaucoup Merci. et au revoir. À une prochaine Au fois. revoir, merci. Olé, Merci ciao. beaucoup, Doyentine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Voilà, bye bye. Merci. Merci.